Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. 4137 cas de grossesse en milieu scolaire au titre de l'année 2023-2024. Il faut noter, selon le Conseil national des droits de l'homme, une hausse de 15,30% comparativement à l'année 2022-2023. On en parle maintenant dans le Grand Talk. Merci d'être avec nous. Bonsoir encore une fois et bienvenue. Ce soir encore, nous avons donc des sujets importants qui attirent l'attention de nos chroniqueurs. Et ils sont là ce soir. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle, tu es en vert forêt, on pourrait le dire vert nature. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Je souhaite belle journée, maintenant bonne fin de soirée à tous ceux qui sont arrêtés un moment et ont pensé à la protection de l'environnement. C'est notre bien à tous. Merci beaucoup Herman, merci beaucoup. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci bonsoir chers là. téléspectateurs, bonsoir à tous. Marisco Moué, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à nos admirateurs et tous ceux qui suivent Live TV sur justement la page de notre émission. Je pense encore une fois à Titi Elogne, mais Titi, également à Dominique Yaba. Titi Elogne dit que vous ne le saluez pas trop souvent. C'est fait maintenant. Titi qu'on salue et tous ceux qui nous suivent, Yaba, Pagny, Karamoko. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir Élisée, bonsoir Herman, bonsoir Komoué et bonsoir chez vous. Messieurs, les chiffres sont plus qu'alarmants, je pense. Au niveau donc de la NAWA, parlant des grossesses en milieu scolaire, si vous venez à peine de nous prendre en marche, c'est donc la thématique de l'heure. Nous avons 4137 cas de grossesse pour l'année 2023-2024. Et on va aller donc de façon un peu synthétique dans les districts, dans les régions. Au niveau de la NAWA, nous avons 409 cas. Au Tonkpi, 408 cas. Le Poro prend la 3e position avec 254. 4e position, le Gontougo, 253 cas de grossesse en milieu scolaire. Le Hambol, 238. L'Agnébi-Tiassa, 201. L'Indénué Duablin, 198. L'avant-dernier donc en positionnement, ce sont les Grands Ponts, 181 cas. Et le Cavali, donc, qui tire la queue de ce classement pas très élogieux, 160 cas de grossesse en milieu scolaire. Nous en parlons maintenant. Herman Aboua, à l'évocation de ces chiffres, quelle réaction de vous? Vous l'avez dit. Moi, je pense que l'État doit pouvoir être très, très, très coercitif sur la question. Parce qu'on est en milieu scolaire. Généralement, dans les milieux scolaires, ce sont des enfants, filles comme garçons, qui sont des mineurs. Donc, il y a sûrement des détournements de mineurs dans certains cas de grossesse, quand bien même... Détournement de mineurs. Détournement de mineurs qui peut être avéré soit par des membres du corps enseignant ou même par les élèves entre eux. Donc, il faut pouvoir faire en sorte que l'État... Parce qu'on a quand même augmenté de 15%. Enfin, un problème qu'on cherche à adresser chaque année, on essaie d'adresser et on sent que la courbe continue de progresser, c'est qu'il y a peut-être une insuffisance dans la façon de gérer. Il faut pouvoir que, s'il y a des cas pénaux, des cas criminels, il faut que l'État puisse les adresser. Il faut identifier aussi les raisons pour lesquelles les filles qui vont avec leur propre consentement, vont en relation avec... Pas souvent, très souvent. J'ai dit souvent. Voilà. Hein, avec leur propre consentement, ont des rapports consentis avec des partenaires, soit des majeurs ou bien des gens. Est-ce la pauvreté ou bien la précarité? Bon, je ne sais pas. Donc, il faut pouvoir regarder tout ça. Il y a aussi le droit de cuissage souvent. Est-ce que c'est pour avoir les notes et autres? Il faut que l'État puisse regarder toutes ces affaires. Et puis, est-ce l'union d'un amour aussi jeune, vous pensez? Mais ça peut arriver que des hormones, de façon précoce, puissent réagir à ce niveau-là. Mais il faut toujours que l'État adresse bien ces questions-là, parce que ça fait peur puisque la courbe continue d'augmenter. Élisée Boloube, cette année, au niveau du BEPC, par exemple, les filles caracolent en tête. On a un grand nombre de jeunes filles qui ont obtenu leur BPC. Et CP ou BPC? CP, pardon. On espère que ça va se passer également au BEPC. Et quand vous entendez ces chiffres-là, ce chiffre-là qui est quand même assez désolant, ça c'est mon point de vue, je m'en excuse de le donner, comment est-ce que vous réagissez à cela? Et Herman a évoqué certains facteurs. Selon vous,
Quels seront donc les facteurs responsables de cette calamité? Ok. Je n'ai pas la prétention de dire que j'aurai l'exhaustivité des causes ou des raisons qui seraient à la base d'une telle situation, mais j'ai quelques quand même éléments que je voudrais évoquer. Oui. Comme d'habitude, on me traiterait encore de revenir encore avec la responsabilité parentale. Mais moi, je pense que l'une des premières choses, c'est la responsabilité parentale. Ce sont les parents qui seraient à la base? Je pense qu'il y a une responsabilité parentale quelque part. J'explique. Quand je parle de responsabilité parentale, regardez un peu les zones citées, les zones qui sont majoritairement en avance. Vous verrez que c'est des zones où la grande majorité des populations sont des populations agricoles. Tout à fait. Donc, la plupart du temps, on voit les enfants fréquenter en ville. Donc, soit qu'ils louent des maisons ou vraiment qu'ils sont chez des tuteurs ou chez des personnes vraiment avec qui on les place. Et vous verrez que généralement, ces enfants, quand on les dépose dans ces endroits-là, moi, j'ai participé à une étude à l'époque avec l'OMS, on a essayé de sillonner quelques villes, et vous voyez que les filles sont livrées à elles-mêmes, en fait. Elles sont laissées là, les parents les déposent, il n'y a plus d'accompagnement, il n'y a même pas de quoi se nourrir. Souvent, c'est compliqué pour les enfants, elles sont en situation difficile. Donc, le premier venu, elles sont pratiquement, vraiment pour pouvoir vivre, se livrer à ces personnes-là. Vous nous dites, Élisée, que les parents les déposent dans des villes et disparaissent. Bon, le terme disparaître, c'est un peu exagéré, mais ne réagissent plus. Je préfère plus ça. Parce que quand même, j'estime que quand on dépose un enfant, on a cette responsabilité-là de veiller à ce que l'enfant soit dans les conditions minimales quand même pour pouvoir suivre les études. Donc, on les laisse là et puis il n'y a pas cet accompagnement-là. Donc, comme je le dis, il y a une responsabilité parentale. Deuxièmement, je pense à mon niveau aussi que le système éducatif scolaire doit pouvoir ramener au centre même des débats la question même de la sexualité. Ça ne doit plus être un sujet sur lequel on passe. Voilà. De la même manière, on prend des heures sur les équations en mathématiques, on prend des heures sur des analyses, on prend des heures sur des syntaxes en français. De cette même manière, prenons des heures sur l'éducation sexuelle pour informer, pour former nos enfants. C'est important. C'est important. Ces chiffres-là sont des chiffres, comme tu le dis, c'est désolant, c'est le terme, c'est des chiffres vraiment désolants. 4137, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Pour certains, les 4137, là, le problème, il ne faut pas qu'on voie juste le chiffre, mais qu'on voie les conséquences derrière. Parce que dans ce lot-là, il y a une bonne partie dont l'étude est finie. C'est-à-dire avec cette grossesse-là, c'est fini. Elles n'iront plus à l'école. Voilà, donc elles n'iront même plus à l'école parce que c'est fini. Donc on a écouté comme ça leur cursus. Il y a d'autres, peut-être, qui continueront d'aller à l'école, mais qui auront des séquelles de tout ça. Et même des traumatismes. Donc vraiment, je crois qu'il faut que l'éducation sexuelle soit au centre, ou du moins prenne une proportion plus importante au niveau du curricula de formation. C'est important. Merci beaucoup, Élisée. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, si vous avez un mot à dire, votre opinion sur la question, n'hésitez pas à nous joindre. Les numéros de téléphone sont connus. Le numéro du moins est connu, 98 070, 98 070. Et on se fera un plaisir de vous écouter. Marius Komoé, quelques faits donc, illustrent cette situation. J'aimerais, avec votre patience, les énumérer. Mademoiselle Cadet, en classe de CM2, âgée de 14 ans, est décédée le mardi 21 mai 2024 après un avortement clandestin suite à une grossesse dont l'auteur s'avère être le directeur de son école. Mademoiselle YD, élève de 16 ans en classe de 3e dans un collège d'enseignement privé à Dieucoué, a donné naissance à un petit garçon pendant la composition de physique-chimie le 27 mai 2024 à Dabou. Et pour terminer, mademoiselle CA, élève au lycée Tiapani, est devenue mère au cours de l'examen du BEPC. Quel commentaire en faites-vous, Marius Komoé? C'est triste. Situation effarouchante. J'allais dire même préoccupante, angoissante et énervante. Dans la mesure, pour le premier cas cité, il n'est pas acceptable. Alors là, du tout acceptable. Qu'un enseignant, de surcroît directeur d'une école, se permette une telle dérive. L'État devrait être rigoureux sur cette question et la justice ivoirienne devrait punir cet individu pour servir d'exemple. Je ne vois pas une seule organisation syndicale dans ce pays qui s'amusera à rentrer en grève parce qu'un directeur d'école s'est permis de mettre dans une telle situation une élève de surcroît mineure. C'est inconcevable. Lui-même, en tant que père de famille, il se régale-t-il bien dans un miroir? Cela dit,
le prochain cas que vous avez énuméré est aussi effarouchant. C'est inacceptable. Et Élisée l'a dit, c'est vrai que Herman a ébauché le sujet, mais nous qui avons été très loin de nos parents, durant tout notre processus scolaire, de la 6e à la terminale, parce que dans le primaire, nous étions aux côtés de nos parents, mais après le primaire, une fois orienté en classe de 6e, parce qu'à l'époque, on ne vous orientait pas dans le lieu où vous habitiez. On pouvait vous orienter de l'est à l'ouest, du sud au nord, et vous étiez obligé d'y aller. Donc, on n'avait aucune relation dans ces villes et dans ces endroits où nous étions reçus. Bon, on nous signale qu'il y a un appel, on reviendra. Monsieur Gras-Bertin, vous nous appelez de Cocody, nous vous écoutons. Quel est votre point de vue vis-à-vis de cette situation? Allô? Oui, allô, monsieur Gras, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, nous vous écoutons. Oui, alors, je voulais intervenir parce qu'il y a quand même des situations qui interpellent. Dans la situation des enfants, parce que c'est des mineurs, des enfants qui sont mis en grossesse en milieu scolaire, il faut quand même dire qu'il y a l'aspect pénal déjà, il y a l'aspect juridique qui intervient. Là, je viens d'entendre qu'il y a une jeune fille de 14 ans qui a été mise enceinte. Il faut savoir que la loi au niveau du consentement, un enfant de moins de 15 ans, une fille de moins de 15 ans, le consentement n'est pas admis en matière juridique. Exactement. Voilà. Donc déjà, à 14 ans, la personne qui est l'auteur est passible de peine judiciaire. Ça, c'est clair. Après, il y a l'autre problème, parce que j'ai entendu un de vos intervenants dire que bon, les parents déposent les enfants chez des tuteurs. La démission des parents. Le problème. Voilà, ça montre aussi le problème de manque d'établissements scolaires à proximité des populations. Et là, il y a un gros souci au niveau de la cartographie. Et moi-même, je suis de la protection judiciaire de l'enfance. Et j'ai eu souvent à intervenir dans des cas comme ça. Et je pense qu'il y a un gros problème que l'État doit prendre en compte. Dans un premier temps, donc, la cartographie scolaire des écoles qui sont très éloignées des habitations. Ensuite, il y a la responsabilité des adultes et des jeunes adultes vis-à-vis des mineurs. Et ça, c'est pas les associations travaillent là-dessus, mais on a l'impression qu'au niveau de l'État, on en parle, mais on ne prend pas vraiment les mesures qu'il faut. Alors, monsieur Gras, je me permets d'intervenir là. Vous avez dit la responsabilité des adultes et des jeunes adultes. Quand vous parlez de jeunes adultes, quelle serait leur responsabilité? Alors, les jeunes adultes, quand on parle des jeunes adultes, c'est à partir de 18 ans. À partir de 18 ans, ils sont adultes, ils sont jeunes adultes. Tout à fait. Voilà. Et ils ont une responsabilité pénale. Déjà, à 16 ans, on a une responsabilité pénale. Oui. Mais à 18 ans, on est jeunes adultes et on a une autre responsabilité pénale. Mais est-ce que ces enfants-là sont au courant de leur responsabilité pénale? Des fois, ce n'est pas le cas. Donc, ça demande une sensibilisation en milieu scolaire par rapport aux enfants qui, par exemple, ont 16 ans et qui couchent avec les enfants de 14 ans. Ils sont passibles de peine judiciaire. C'est ce que je voulais dire. Merci infiniment, monsieur Gras. Merci d'avoir éclairé nos lanternes. Merci beaucoup et continuez de nous suivre. Marius, on va chuter avec vous. Il a parlé d'un point précis, la responsabilité pénale. On a parlé donc de ces cas-ci, de directeurs, de tout ce qui s'est passé. Mais en même temps, cet aspect est important. Ces jeunes-là qui sont actifs sexuellement, et comme Élisée l'a dit, les parents déposent, certains parents en tout cas, déposent des enfants et puis n'interviennent pas régulièrement, peut-être financièrement. Le jeune de 16 ans qui engrosse une jeune fille de 14 ans, il doit répondre de ses actes vis-à-vis de la loi. Oui, absolument. Et il a été assez clair et ses propos ne souffrent d'aucune ambiguïté. Seulement, il a également évoqué la question de la cartographie scolaire. C'est cela. Il faut de plus en plus, et c'est d'ailleurs ce qui a été compris par l'État aujourd'hui. Nos enfants ne sont plus envoyés d'une ville X à une ville Y, loin du lieu d'habitation habituel. Désormais, c'est les parents eux-mêmes qui choisissent l'école où ils veulent voir leurs enfants être orientés.
Ça veut dire que s'il choisit, il a de la famille, enfin, il prend ses responsabilités. En tout cas, les parents doivent faire en sorte à ce que lorsqu'ils choisissent l'école où ils veulent voir leur enfant être orienté, soit après l'entrée en 6e, le BPC ou le baccalauréat, ils doivent penser à ces états d'effet. Auquel cas, eh bien, les enfants seront livrés à eux-mêmes. Parce que dans la plupart du temps, et je termine, merci, dans la plupart du temps, on envoie les enfants loin de leur cadre d'habitation et puis les parents ne cherchent même plus à voir le tuteur. Souvent même, c'est le tuteur lui-même qui devient le mari de la petite fille. Souvent, ah oui, c'est ça la réalité. Ou bien même, c'est l'enfant de la famille d'accueil qui, évidemment, fait ça avec une jeune fille qu'on a mis à la disposition du père, de leur père ou de leur mère. Cela est inacceptable. Et des parents cautionnent cela dans certaines familles. Avant de parler avec Daouda, M. Kwame Alexandre, vous nous appelez de Blo-le-Quin. Bonsoir, M. Kwame Alexandre. Oh, bonsoir. Vous êtes enseignant et votre mot est très important. Que pensez-vous que pensez-vous de cette situation que nous décrions sur ce plateau? Sincèrement, étant qu'enseignant, je pense que ça, c'est une situation très alarmante. C'est très alarmant. Parce que l'école fait le devenir d'un pays. Donc, quand je vois ça... Oh mon Dieu, j'espère qu'il pourra nous rappeler. Il nous appelait de Blo-le-Quin. Déjà, il dénonçait. Voilà, il disait que la situation était très alarmante. Daouda, allez-y pour votre propos. Moi, je pense que la grossesse en milieu scolaire représente, selon moi, un problème de santé pour les jeunes filles. En même temps qu'elles brisent leur parcours au nez et à la barbe, des nombreuses mesures qui sont prises par le gouvernement pour donner les mêmes chances aux filles et aux garçons. Je pense que les résultats du CEPI nous l'ont démontré. Élogieux, bien sûr. Mais pour ma part, c'est vrai que mes collègues ont évoqué certaines causes. Pour ma part, j'ai énuméré 3 causes profondes. La première cause, c'est le manque d'information et d'éducation. Élisée en a parlé. Parce que cette situation, ne l'oublions pas, que ce soit dans nos propres familles, nous qui sommes assis sur ce plateau-là, la sexualité en famille, c'est des choses dont on ne discute pas vraiment avec les enfants. Souvent, certains enfants s'éduquent au contact de d'autres jeunes dehors. Et souvent, ce n'est pas le bon mot. Or, généralement, ce n'est pas la bonne méthode, ce ne sont pas les beaux mots qui sont utilisés. Donc, comme Élisée l'a dit, il faut renforcer l'éducation sexuelle. La deuxième cause que je vois, c'est la pauvreté et la précarité. Parce que les conditions de vie de nombreuses familles, en fait, aujourd'hui, poussent beaucoup de jeunes filles, même souvent mineures, à la prostitution. Disons les mots clairement. Dans ce cas-ci, on parlera de prostitution selon vous? Oui, je vais très loin. Parce que peut-être que, comme Élisée était en train de parler des villes que tu as citées, quand un parent va déposer son enfant en ville pour aller à l'école ou qu'on lui loue une maison, et que l'enfant est livré à lui-même, souvent, mais certaines jeunes filles même vont dans des relations transactionnelles. C'est-à-dire? Certaines vont avoir des rapports sexuels pour avoir de quoi manger. Ça, c'est un. Il y a d'autres qui vont aller même juste pour avoir de quoi se porter, pour être à la mode comme tout le monde, pour avoir des rapports sexuels. Je ne dis pas que c'est de leur faute. Je dis que c'est l'une des causes. Parce que comme je n'ai rien, je donne une faveur sexuelle, ou tu peux avoir une faveur sexuelle pour avoir Y chose. Ça, c'est l'une des causes. L'une des causes, voilà, selon vous. Et la dernière cause dont on n'a pas parlé sur ces plateaux-là, c'est la violence sexuelle et les abus. Oui, disons-le. Parce qu'aujourd'hui, tout le temps, chaque année, on fait des campagnes contre les VBG. Mais ces jeunes filles sont aussi victimes de cela. Et souvent même quand ces jeunes filles sont violées, où vont-elles se plaindre? Comment vont-elles se plaindre? Il y a des mécanismes. Et souvent, elles sont marginalisées. Et comme je l'ai dit, toujours dans le même système, il y a un manque d'information. Et le manque d'information fait que la fille reste dans cet état-là et finalement, elle ne réagit pas. Elle va porter la grossesse. Et même, je vais finir par un truc qui est très important quand je parle d'éducation sexuelle. Combien de jeunes filles aujourd'hui ont laissé les bancs de l'école à cause du cycle menstruel? Et personne n'a pris le temps d'expliquer. Donc je dis aujourd'hui, il faut que, à mon niveau, je dis le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation puisse prendre ce problème à bras le corps, l'intégrer dans nos systèmes. Et je donne mes 3 solutions: renforcer l'éducation sexuelle,
lutter contre la pauvreté. Et ça, c'est une question primordiale parce que ne nous voilons pas la face. La question de la vie chère est une question qui nous touche à tous. On va y parler. Et prévenir les violences sexuelles et les abus. Alors, sur le point de Daouda, j'aimerais qu'on puisse donc réfléchir aux solutions qu'on pourrait avoir pour sortir de cette situation, je vais dire, destructrice pour notre jeunesse. Herman, selon vous, quelle solution pour résorber cette problématique une bonne fois pour toutes? C'est vrai qu'on ne peut pas peut-être l'éradiquer à 100%, mais qu'est-ce qu'on peut essayer de faire maintenant? Les problèmes qui ont été cités, on peut trouver déjà en eux-mêmes des solutions. Tous ici, on est quand même unanime que la mauvaise sensibilisation, la mauvaise information. Aujourd'hui, il faut peut-être désexualiser, comment on appelle, notre société qui est devenue hyper sexuelle, mais pas l'information sexuelle qu'il faut, la bonne information sexuelle qu'il faut, comme Élisée, Daoud. Comment on la désexualise? Aujourd'hui, il faut aller sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a, à une certaine heure, où les enfants, avec leur téléphone, restent sur... Oui, allez-y. On part à Bleu-le-Quai, Herman, avec votre permission. Il a pu revenir. Il a pu revenir. Oui. Allez-y, je vous en prie, allez-y. OK. Moi, il y a dit que la situation est à la mode. Mais la première cause, c'est une démission totale des parents. C'est une démission des parents. Expliquez-nous un peu. Oui. Qu'est-ce qui se passe à Bleu-le-Quai, par exemple? Bon, à Bleu-le-Quai, ce que je vois, c'est une démission parce que les parents viennent inclure les enfants. Il est fou de des maisons, à peine les enfants de quoi manger. Bon, imaginez une fille qui sort, qui va à l'école, qui vient, elle ne peut même pas joindre les deux bouts. Vraiment, c'est une aubaine pour le premier venu. Donc, du coup, elles sont là, elles se laissent engrousser. Donc, c'est les parents d'abord. Les parents. Et ensuite, au niveau... Oui. Oui, allez-y. Voilà, quand tu mets ton enfant à l'école, il faut le suivre. Il faut suivre les enfants. Dès la maison jusqu'à l'école, l'éducation, c'est le base, il faut suivre ton enfant. Moi, exemple, je suis professeur d'SVT. Mais moi, je pose à mon enfant sur le plan de sexualité, mais les parents ont démissionné. Quand même, nous, les enseignants, nous ne sommes pas des magiciens. Vous dites, et quand on voit que les enseignants, on accuse. Non! C'est les parents d'abord. Le devenir du pays, là, c'est les élèves. Avec 4000, comme le monsieur qui a fait le voir a bien dit là. C'est pas sûr que ceux-là vont partir encore à l'école. C'est le pays qui va encaisser demain. Alors dites-moi, oui. La première responsabilité, selon vous, c'est les parents. Oui. Quelle est la responsabilité des enseignants? Parce que dans les cas que nous avons, on a un cas où un directeur d'école a engrossé une jeune fille de 14 ans et qui est décédée suite à un avortement clandestin. Madame. Oui. Exemple beaucoup. Vous savez que dans toutes les corporations, il y a les brebis galeuses. Bien sûr. Voilà, donc il y a la loi qui est là, il doit passer sous la loi. Voilà, il y a des mesures pour ça. Très bien. Il y a des mesures. Non, il doit passer sous la loi. Et c'est au primaire, si tu fais engrosser une fille, c'est qu'il y a au collège, c'est pas la peine. C'est l'éducation. Lui-même, il était en train de dire que lui-même, il peut sortir à sa propre fille. C'est comme ça, l'éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Vous avez insisté pour nous avoir. Merci infiniment. Oui, Herman, pardon. Donc, je parlais de l'éducation. Tout le monde parle de l'éducation. L'éducation commence aussi bien par les parents. Et je dis, où est-ce que nos enfants prennent leur information, s'éduquent sexuellement. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. La démission des parents aussi, c'est là. Et à certaines heures, les enfants ont des téléphones, ils vont sur des programmes sur les réseaux sociaux qui n'ont pas de contenu éducatif pour parler de sexualité, mais c'est de la dépravation des mœurs et autres dans ces contenus sexuels. En termes de solutions maintenant. Les solutions, Élisée l'a dit, il faut faire en sorte que les moyens de coercition, il faut que l'État, s'il y a des responsabilités qui sont dégagées et qu'il y a des brebis galeuses qui sortent, il faut les sanctionner pour que ces couples-là redescendent. Il faut aussi sensibiliser les jeunes filles, les jeunes garçons aussi, les dangers qui sont liés
à les prises de risques, les problèmes qu'on peut avoir, les maladies qu'on pourrait avoir. Il faut ramener ces sensibilisations pour leur faire un peu peur. Il ne s'agit pas de vendre son corps parce qu'on n'a pas les moyens. Et il a parlé aussi de la vie chère. Il faut qu'on trouve aussi des solutions pour que les parents puissent prendre en charge un exemple parce les que enfants. Juste avant l'exemple, Daouda, comment faire pour asexuer justement? Herman a parlé des enfants qui sont désexualisés, pardon, les enfants qui sont sur les réseaux sociaux à des heures indues, qui regardent des choses. Comment justement on arrive à Il y a un qui est très ramener... célèbre actuellement, Nicapol ou quoi? Qu'est-ce qu'il a, c'est qui ça? Ah d'accord. Ah, Non, vous ne savez pas tant mieux. D'accord. D'accord. Moi, je pense que... Ensuite, Élisée après, juste. Disons les choses clairement. Je pense que tout enfant, que ce soit Une seconde, Daouda. toi et moi, on a eu notre zone d'influence. Et la première zone d'influence, c'est le cercle familial. La deuxième zone d'influence, c'est l'école. La troisième zone d'influence, c'est les amis, les camarades et autres. Donc, je pars par principe que, comme l'enseignant qui vient d'appeler tout à l'heure, quand tu as influencé ton enfant avec ton éducation et qu'il est parti à l'école, il revient, après il va voir ses amis, mais chaque fois que l'enfant rentre à la maison, le père et la mère doivent faire en sorte de discuter avec l'enfant pour savoir qu'est-ce qu'il a appris dehors. Du coup, la mauvaise influence à laquelle il est rentré, pour essayer de corriger ou de recadrer. Mais malheureusement, comme je le dis, moi, je n'aimerais pas tirer à boulet rouge sur les parents parce qu'aujourd'hui, la question de la vie chère fait que beaucoup de parents n'ont plus le temps. Papa, il sort à 6 h du matin, il rentre à 22 h. Maman sort à 6 h, elle rentre aussi à 22 h. Donc, très souvent, c'est la nounou qui s'occupe des enfants, ou c'est le voisin, ou c'est les camarades. C'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut revenir à l'ancien temps. L'ancien temps, pour moi, très rapidement, c'est de dire... Parce qu'avant, Élisée est mon voisin, son fils fait une bêtise, mais je le corrige avant qu'Élisée n'arrive. Mais aujourd'hui, on ne peut pas toucher l'enfant de quelqu'un. On ne peut pas parler à l'enfant de quelqu'un. Parce que chacun, justement... Voilà, le monde est devenu tellement individualiste que finalement, chacun préfère regarder de loin. Écoutons Voilà. Élisée Bouloube. Élisée. Ok, moi je vais aller rapidement. Première solution, comme je le disais tantôt à l'entame de mes propos, il faut accorder beaucoup plus d'importance à l'éducation sexuelle dans le système éducatif. Il faut le mettre au centre même des préoccupations. Ça veut dire quoi, le mettre au centre? Ça doit pas être une matière facultative à laquelle on peut se soustraire. À laquelle on peut se soustraire. Je dis autant on estime que les équations sont importantes pour l'enfant, autant on estime que la dictée est importante, autant l'éducation sexuelle est aussi importante pour nos enfants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que l'État mette en branle tous ces mécanismes qui doivent lutter contre ça. Emma a parlé tout à l'heure des méthodes coercitives. La loi prévoit des sanctions contre ceux qui sont auteurs. Il faut qu'on sorte de la logique de on va régler en famille, on va se parler entre nous, c'est le voisin. Non, il faut qu'on sorte de ça. La loi a été faite justement pour éviter que la société soit une société de désordre. Donc si on ne veut pas que la société soit une société de désordre, mais mettons en application la loi. La loi dit que celui qui est auteur d'une telle situation est passible d'une telle condamnation. Qu'on applique la loi, une bonne fois pour toutes. Deuxièmement, je veux que la sphère de compétence, troisièmement, la sphère de compétence de la police des mœurs là, aille au-delà des simples maquis et bars, mais aille sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire? Voilà, c'est ce que j'explique. Aille sur les réseaux sociaux. En faisant quoi? Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il est organisé très souvent des activités qui ont pour but d'inciter à la dépravation des mœurs. Comme quoi, par exemple? C'est su et connu. Non, il y a des forums, je ne vais pas citer. Non, mais s'il vous plaît, mais pourquoi est-ce que tout doucement, messieurs, permettons Élisée de il y a des forums. J'aimerais comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis d'avis. Vous êtes apparemment très informés, messieurs. Si, il y a des forums sur TikTok qui sont organisés et qui sont très suivis, dans lequel on fait la promotion, comme je l'ai dit, la dépravation des mœurs. C'est sûr, c'est connu. Tout le monde met à faire des challenges. Ça passe sur tous les réseaux sociaux. Et tout que le monde devrait voit. faire la police des mœurs à ce niveau? Herman, il a la parole. Oui, mais c'est ce que je dis. La police des mœurs doit étendre ses compétences jusque-là. Ceux qui sont à la base de cela doivent être interpellés. Ceux qui prennent, comment on appelle, fait et cause, doivent être interpellés. 4 mes dernières solutions pour moi. Bon, avant-dernière, les médias. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit honnête de le dire. Les médias ont une responsabilité dans la dépravation des mœurs. On n'a pas besoin de cacher ça. Il faut que les médias aussi prennent leurs responsabilités et combattent la dépravation des mœurs. En faisant quoi, Élisée? Mais en supprimant ou bien en allant à l'encontre des programmes qui sont de nature à dépraver des mœurs. C'est important aussi, ça, il faut qu'on le dise. Dernière chose, c'est les parents. Moi, je le dis et je le répète. Un enfant, avant d'être l'enfant de la société, est ton enfant. Si tu n'as pas la capacité ou la responsabilité de prendre soin de ton enfant, tu es un parent démissionnaire.
prends cet enfant-là, va voir Children of Africa, Madame Dobry Ouattara, j'ai plus la capacité de m'occuper de cet enfant, est-ce que tu peux le faire pour moi? Parce que je suis un parent démissionnaire. Et puis nous, on va te ficher comme un parent démissionnaire. Et puis maintenant, l'État récupère l'enfant. Voilà, et la société va s'occuper de cet enfant-là. Parce qu'on ne peut pas accepter que des gens ils fassent des enfants et puis bon, ils les laissent comme ça, à la rue. Les enfants doivent se débattre d'eux-mêmes. C'est irresponsable. Très bien. Marius, comment on termine avec vous? En 1 seconde ou 2 minutes? Non, l'irresponsabilité des parents, ça fait rire. En termes de solution, on part en termes de solution? Non, mais l'éducation à la sexualité et à la reproductivité de nos jeunes enfants est plus que primordiale. Mais au-delà de cet aspect, il a dit, et je le répète également, l'irresponsabilité des parents. Il y a des parents même dont l'éducation laisse à désirer. Donc des enfants qui ont fait des enfants. Ah, c'est un peu ça, malheureusement. Des parents qui eux-mêmes méritent que leur éducation soit revue et qui continuent à pondre des enfants. Comme ça veut dire quoi, Marius? Je l'ai dit en griffe. Mais pourquoi vous dites le mot pondre Oui, des parce enfants? que vous n'êtes pas capable, il a dit le mot, vous n'êtes pas capable de vous occuper des enfants et vous continuez à en faire. Vous n'avez pas de ressources financières. Ils font des mais enfants, c'est cela, mais le justement. mot pondre un peu... Je l'ai dit, il faut qu'on les choque pour que ça rentre bien dans leur crâne. Et là, non, dans leur tête, pas dans leur crâne. Mais c'est cela, on part avec Cissé Elisabeth, elle nous appelle de Cocody. Madame Cissé, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, merci d'être avec nous. Nous vous écoutons, madame. Votre point de vue. Tout le travail que vous faites. Moi, j'avoue que j'ai pleuré quand vous avez parlé de la petite qui est décédée par avortement. Ouais. Et j'appelle simplement pour dire qu'il faudrait que ce directeur-là soit puni. Tel qu'il a contribué à éliminer la vie d'une petite fille, d'arracher une petite fille à ses parents, il faudrait qu'il soit sanctionné. J'ai coulé des larmes. On ne peut pas contribuer à détruire la vie des enfants. C'est vrai, même à l'école aujourd'hui, on essaie d'éloigner nos enfants des réseaux sociaux. Mais c'est les mêmes professeurs qui créent des groupes WhatsApp sous prétexte de donner des exercices aux enfants par le groupe WhatsApp. Pendant que nous, on fait des efforts pour pouvoir, comment on appelle ça, éloigner le téléphone de nos enfants. Hein? Ils disent que non, il faut un groupe WhatsApp. Et l'enfant est contraint à avoir le téléphone pour pouvoir faire ses exercices ou bien certaines documentations. Je dis souvent à mes enfants, mais avant nous, on n'avait pas de WhatsApp. On va à l'école, on va se plaindre là-bas, mais rien ne change. Hein? Tu vas d'une école à une autre école privée, c'est les mêmes choses. Il faudrait que ce directeur-là soit puni. On ne peut pas continuer de détruire la vie des enfants. C'est pas possible. Madame Yako. Reprends l'antenne. Yako, madame. Yako. Et en même temps, pendant que cette femme pleure, toutes les femmes pleurent le départ de cette petite fille de 14 ans qui a été mise enceinte par un directeur d'école, enceinte, et on veut faire un avortement clandestin. Et puis voilà, c'est la fin de la vie de cette petite. Nous interpellons donc les pouvoirs publics. Je suis obligée de reprendre la parole et terminer le sujet. Nous interpellons les pouvoirs publics. Il faut vraiment que des solutions soient trouvées. Il faut absolument que des choses soient faites. 4137, que deviendront-elles? Proposez-nous un plan pour ces jeunes filles-là, pour leur avenir. C'est très important. Elles font partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire et on ne peut pas les laisser sur le banc. Et il faut sensibiliser. Enfin, nous sommes disponibles, ce plateau est disponible, cette télévision est disponible pour recevoir les pouvoirs publics à l'effet de vous entendre proposer des solutions aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Nous allons, messieurs, après avoir parlé de ce sujet assez difficile, entrer avec un autre sujet. On est toujours un peu dans le même désordre, hein, mais cette fois-ci urbain. Cette fois-ci urbain. Mais il y a bien le gouverneur du district qui tient à mettre de l'ordre et il y va. Et justement, dans le cadre d'une concertation permanente avec les maires du district, il y a cette séance-là qu'ils ont quotidiennement. Et donc, une réunion en présence du ministre-gouverneur a eu lieu et cette réunion a porté sur 5 points. Donc, le désordre urbain, la préparation de la cérémonie de don donc de véhicules au chef à Tchan
et à Thiers, voilà, du district. Le troisième point consistait à parler justement du sujet chaud d'hier, la délocalisation du parc à bétail de Port-Bouët vers Adjamé. Et puis, évidemment, la réunion a aussi statué sur le cas des déguerpis du district d'Abidjan. Mais avant de vous entendre sur ces sujets-là, reportage. Dans le cadre d'une concertation permanente, les maires des 13 communes du district autonome d'Abidjan et le district autonome d'Abidjan ont tenu leur 4e réunion au sein de l'hôtel communal de Cocody ce mardi 4 juin 2024. Cette réunion a porté autour de 5 points, à savoir la lutte contre le désordre urbain, la préparation de la cérémonie de don aux chefs traditionnels à Tchon et à Thiers, la délocalisation du parc à bétail de la commune de Port-Bouët vers la commune d'Adjamé, les incidents survenus dans la commune de Port-Bouët en rapport avec cette délocalisation et en dernier point, les sites déjà déguerpis par le district autonome d'Abidjan. Nous avons également abordé le sujet des sites qui ont été déjà déguerpis. Il s'agit éventuellement de Boribana, de Banco 1, de Banco 2, de GESCO, évidemment, et de la gare Nord. Ces sites feront l'objet d'un aménagement paysager. Les maires ici présents ont réaffirmé leur soutien aux actions du district autonome d'Abidjan. Le porte-parole a insisté sur le fait qu'au cours de cette réunion, tous les maires ont apporté leur soutien total aux différentes actions du ministre-gouverneur dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain. Chaque commune va apporter un certain nombre d'éléments. Il s'agira de 15 policiers par commune. Et nous allons mettre en place une brigade. Le district autonome va apporter 50 éléments. Et cette brigade spéciale va s'occuper essentiellement de la lutte contre la mendicité, contre le commerce ambulant dans nos différentes communes. La prochaine réunion des maires des 13 communes du district autonome d'Abidjan aura lieu le 2 juillet 2024 dans la commune de Marcory. Élisée Boloubeu, tous les maires ont apporté leur soutien au gouverneur du district pour le féliciter évidemment pour ses actions. Ils sont avec lui. Ils sont avec lui, Élisée. Donc j'aimerais vous entendre un peu. Pour le féliciter, ça n'a pas été dit dans le reportage. Voilà. Non, ils sont tous derrière le gouverneur, mais le féliciter, ça n'a pas été dit. Non, je charrie. Voilà, c'est juste. Alors, en tout cas, ils sont avec lui. Ils sont ensemble. Comment est-ce que vous appréciez cette séance? Justement, moi, je pense que c'est de telles paroles et tels propos qu'on veut entendre. Parce que jusque-là, nous, on s'est insurgé du fait qu'il y avait des sons discordants entre les maires et puis le district. Par rapport au communiqué d'hier. Voilà, par rapport au communiqué relatif à tout ce qui s'est passé à Port-Bouët. Si aujourd'hui, le maire le gouverneur, le ministre-gouverneur et les maires se retrouvent et tous ceux-ci disent d'accord, ils sont d'accord pour l'action, on attend maintenant, on suppose donc que ces maires-là, avec le gouverneur et le ministre-gouverneur et son staff, ont identifié tous les sites qui doivent être déguerpis. Et donc, ces maires aussi doivent se mettre en action pour faire ce qui est de leur ressort, pour ne pas que demain, on ait un autre communiqué. Parce que nous, on va s'insurger. Si demain, on a un autre communiqué où un maire dit « je ne suis informé de rien », on va se dire « mais il y a un problème ». Le cas de concertation... Moi, je note juste que le fait ici qu'on est d'accord avec le maire, on ne s'insurge, ça, c'est maintenant qu'on l'attend. On ne l'a pas entendu avant. Il y a eu des communiqués qui ont dit les choses ont été faites sans notre avis, vraiment à notre insu. Donc, aujourd'hui, on estime qu'ils vont ensemble. Maintenant, il faut que les maires prennent le temps de rencontrer leur population pour identifier, vous dire à leur population, voilà telle zone qui va être déguerpie dans telle période, pour que les populations aussi puissent prendre leurs dispositions. Marius, rassurez-vous, vous êtes le porte-parole, n'est-ce pas, des consommateurs, des populations. Rassurez-vous, vous aurez la parole en dernier. J'aimerais écouter. En fait, moi, avec cette rencontre que je viens de voir... C'est rassurant, n'est-ce pas? C'est très rassurant et je pense que j'en avais parlé ici il n'y a pas très longtemps. Et même au-delà de ça, lorsque j'ai vu le sujet, j'ai pris la peine d'appeler certains contacts, ça et là, mais qui m'ont fait des révélations, mais ma foi, qui m'ont choqué. Lesquelles? Choquez-nous également. Oui, je vais vous choquer, parce que d'aucuns qui sont dans le secret des dieux te disent que lorsque le ministre-gouverneur a pris fonction, il a rendu visite à certains maires des communes d'Abidjan pour des échanges de civilité et autres. Mais tenez-vous bien pour parler comme Marius, mais certains maires étaient ceux-là même qui ont indiqué les lieux à casser au ministre-gouverneur. Ah bon? Pour déguerpir les lieux à déguerpir. Vous nous dites que certains maires auraient montré ces sites à casser? Les sites à déguerpir.
Je te donne un exemple. Et après, quand c'est cassé, finalement, on dit « Ah, je ne t'ai pas informé. » Mais je te donne un cas qui est flagrant, et ça, c'est au plateau. Au plateau, le jour où ils ont cassé le marché de Djekouna, qui n'est pas loin de la primature, je ne sais pas ce qui s'est passé. À notre grande surprise, jusqu'à aujourd'hui, tout le marché où les fonctionnaires et travailleurs du plateau vont se restaurer ont été fermés. On demande au district, ce n'est pas nous qui avons fermé. Et quand on demande aux commerçants, c'est la mairie qui a fermé. Donc, chacun profite du dos assez large du ministre-gouverneur, il ferme. Et finalement, quand ça arrive, personne ne veut prendre ses responsabilités. Moi, je trouve que ce n'est pas sérieux. Il faut sortir de la politique politicienne. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, Herman et Marius, vous parlerez après. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Deuxième partie de ce temps d'antenne. Merci d'être avec nous. Avec beaucoup de plaisir, nous recevons 2 bénéficiaires de projet PGDEC. PGDEC, c'est simplement le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Voilà, initié donc par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Avec beaucoup de plaisir, nous avons sur le plateau Madame ou Mademoiselle Ongoran Amouin Mariam. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, madame. Et Monsieur Kokoré Yao Pierre. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Avant le projet, vous étiez une servante. Oui, madame. Aujourd'hui, vous êtes peintre en bâtiment. Voilà. Vous avez votre entreprise et vous êtes même dans la formation. Oui, madame. Est-ce qu'on peut avoir votre parcours? Comment est-ce que vous avez rencontré le projet? Bon, mon parcours, c'est que j'étais servante, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et le neveu de ma patronne, c'est lui qui m'a parlé du projet Emploi Jeune, pardon, PGDEC. Voilà. Non, c'est pas grave, allez-y. Voilà. C'est lui qui m'a parlé de ça. Et je suis partie à l'agence AGFOP. Et de là-bas, je suis partie là-bas. Ils sont allés me renseigner. Ils m'ont dit, oui, effectivement, ici, il y a des formations que vous pouvez faire. Et c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Ah. J'ai dit, OK. Parlez bien dans le micro pour qu'on vous entende bien. Donc, comme ça, j'ai fait un entretien. Après l'entretien, j'ai été prise. Et après, là, ils m'ont mis chez un patron pour faire la formation pendant 1 an. Et après les 1 an, je suis restée avec le patron pour continuer toujours à mieux apprendre. Voilà, apprendre. Donc, après, disons 2 ans après, le micro. 2 ans après, j'ai décidé de travailler à mon propre compte. Aujourd'hui, j'embauche des jeunes et aussi j'ai des jeunes que je forme par le projet AGFOP. Alors, repartons un peu à la formation. Pourquoi avoir choisi la peinture? Parce que moi, j'aime beaucoup le métier d'homme. Donc, quand je suis partie, c'était... Le métier dit d'homme, parce que tout le monde peut le faire. Voilà, le métier dit d'homme. Donc, quand je suis partie, c'était électricité auto que je voulais faire. Mais arrivé là-bas, je n'avais pas ce métier-là à ce moment qui n'était pas encore disponible. Donc, je dis OK. Comme j'avais la liste, j'ai regardé et dit, bon, c'est que je vais faire le bâtiment. Et c'est comme ça que j'ai intégré la formation. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît, monsieur? Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Merci, madame. On va écouter le parcours de M. Kokoré Yao. M. Kokoré, prenez le micro, racontez-nous. Comment est-ce que vous rencontrez le projet et votre parcours? Alors, moi, j'ai rencontré le projet par le biais de l'une de mes amies qui, elle aussi, est passée par le même projet. Vous aviez quelle formation avant? Vous étiez, enfin, votre profil? J'étais d'abord étudiant. Étudiant. Oui. En quoi? En ressources humaines et communication. Très bien. Voilà. Et j'ai dû arrêter les cours dans ma première année. Pourquoi? Voilà, c'était un peu compliqué. Et financièrement? Les détails, je préfère les garder. On préfère aller comme ça. Et donc, c'est l'ami en question qui m'a proposé de me rendre à AGFOP PGDEC pour le projet. Et donc, j'ai accepté et je suis allé déposer mes papiers. Et quelques temps après, j'ai été rappelé. J'ai eu un entretien. Et juste après l'entretien, j'ai été retenu. Et là, ils m'ont trouvé, le projet PGDEC, disons, et AGFOP ont trouvé un hôtel pour la formation, bien sûr. Parce que là, j'ai opté pour la formation de l'hôtellerie. Hôtellerie. Hôtellerie et dans ma spécialité. Il y a plusieurs secteurs. Oui, bien sûr. Dans ma spécialité, j'ai préféré choisir la réception. Réception. Voilà, parce que c'est le métier qui me passionne le plus. Okay. Voilà. Et donc, j'ai dû faire la formation pratique. J'étais aussi à l'école, le lycée hôtelier qui est non loin
C'est là que j'ai dû faire ma formation. Dans le micro pour qu'on vous entende bien. Voilà. Et juste après la formation, et par la grâce de Dieu, j'ai été retenu. L'entreprise en question m'a retenu sur un bon moment de temps pour pouvoir continuer le travail. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que vraiment, c'est un bon projet qui marche, vraiment. Et je tiens à encourager aussi des jeunes frères, la jeunesse, qui, malheureusement, pour eux, ils n'ont pas pu terminer les études ou même ils n'ont pas la chance d'aller à l'école. Opter pour ce projet-là parce que là, ça marche. Daouda? À l'écouter, parce que moi, généralement, je fais le tour des réseaux sociaux. Quand on écoute les jeunes, ils disent que ces projets-là, il faut être pistonné, il faut connaître quelqu'un là-bas. Monsieur Coco, c'est Cocoré, c'est bien ça? C'est Monsieur Coco, oui. Oui. Madame Ngora. Oui. Ici, vous êtes sur ce plateau, oui. Face à vos camarades jeunes. Quand vous partiez postuler, vous connaissez quelqu'un là-bas avant? Non. Ou bien quelqu'un vous a pas poussé quelque part? Non, non. Alors, moi, je ne connaissais personne. Je tiens à répondre sur ce qu'elle a dit. Dans son intervention, elle a bien dit que c'est, je veux dire, le cousin de sa patronne. Le neveu de sa patronne, parce qu'il était servante auparavant, oui. Moi, ça a été aussi mon cas. J'ai dit, c'est une amie à moi qui m'a parlé du projet. Cela dit qu'on n'est pas obligé d'être pistonné par quelqu'un. Mais vous n'avez pas hésité, vous êtes parti voir. Oui, il faut essayer, il faut avoir la bonne information. Le micro. Et il faut essayer. Voilà, et c'est dans cela que je suis parti. J'ai postulé, ça a marché. Est-ce que, oui. Pardon, juste, oui, allez-y, Daouda. Pour vous qui étiez en RH-Com, oui. Ça vous a fait quoi de vous reconvertir? Parce qu'on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en criminaux, en ceci, mais des filières qui, aujourd'hui, ne sont pas source d'emploi. Mais vous, quand vous avez regardé que c'était compliqué, quel message avez-vous à donner à ces gens qui, aujourd'hui, sont face à ce genre de situation, qui ne veulent pas se reconvertir, en fait? Non, mais il faut dire que ce n'est pas parce qu'il a fait des études en médecine qu'il doit devenir médecin. Voilà. Chacun de nous a un talent, je veux dire, des potentiels à développer. Comme je le disais tout de suite, c'est ma passion à moi que j'aime. J'aime m'occuper des gens, j'aime prendre soin des autres, j'aime accueillir. Et voilà pourquoi j'ai opté pour la réception. Et puis vous êtes flexible aussi dans le mindset. Ça veut dire que lorsque une voie semble complexe, vous n'hésitez pas à changer le cap. Exact. Et Élisée Boulbeu? Moi, je vais être honnête avec vous. Franchement, je n'ai pas de questions. En tout cas, c'est juste un petit commentaire que je veux faire. Parce que sur ce plateau, il nous est arrivé quelquefois, il faut être honnête de le dire, de ne pas étendre avec le gouvernement sur certains points parce qu'on trouvait qu'ils décollaient difficilement et qu'ils pouvaient faire mieux. C'est ça. Mais comme je le dis, l'honnêteté commande que quand quelque chose est bon, il faut le dire. Moi, en entendant ces témoignages-là, je ne peux que féliciter le gouvernement. C'est vrai, d'aucuns peuvent estimer que c'est un petit pas, mais c'est des petits pas qui deviennent des grands. Et qui changent les vies. Voilà, et qui changent des vies. Donc déjà, ça, c'est à saluer. Et je pense que continuer d'être des ambassadeurs, c'est juste ce que je peux dire, d'être des ambassadeurs, d'encourager les gens autour de vous, de la manière que quelqu'un vous a parlé, partager vos expériences pour que la toile s'étende et que notre jeunesse soit une jeunesse beaucoup plus responsable et qu'on sorte de tout ce qu'on constate aujourd'hui. Moi, c'est juste ce que je veux vous dire. Merci beaucoup. Merci Élisée. Marius Komoué. Commentaire ou question? Un commentaire, pas de question en tant que tel, mais j'allais dire tout simplement qu'on a l'habitude de nous plaindre de l'inaction de nos pouvoirs publics en vue de prendre en charge le destin de nos enfants, de nos jeunes frères que vous êtes. Et nous sommes heureux aujourd'hui que votre témoignage servira à une nouvelle génération d'Ivoiriens qui doivent comprendre que ce n'est pas en restant à la maison assis à ne rien faire qu'on pourra atteindre nos objectifs. Il faut se lever tôt le matin, il faut sortir de la maison, il faut aller à l'information, vous l'avez dit, pour pouvoir avoir gain de cause et trouver le chemin de sa destinée. Et à la matière, vous avez fait œuvre utile. C'est le lieu pour nous de remercier également le ministère en charge donc de l'emploi, le ministère de la Jeunesse, qui, malgré les critiques que nous formulons régulièrement, eh bien, joue leur partition en mettant justement à la disposition de cette nouvelle génération d'Ivoiriens les moyens de s'auto-déterminer et de s'affranchir des difficultés, des méandres, j'allais dire, de cette vie qui n'a de cesse d'exacerber le pouvoir d'achat de vos parents. Allez-y, foncez, donnez-vous les moyens de réussir et de permettre à d'autres aussi qui seront assujettis à votre pouvoir d'achat, c'est-à-dire vos futurs enfants,
Merci, de pouvoir Marius. un jour bénéficier des bienfaits de l'État. Très bien. Alors, Daouda, c'est vrai qu'on a parlé plusieurs fois sur ce plateau d'observer les curricula actuels qui sont dans certaines filières. Les observer à l'effet peut-être de voir quels changements apporter. On a parlé de certaines filières que je ne vais pas citer. En attendant, si on est coincé, il ne faut pas hésiter de chercher la reconversion. Mais moi, j'ai posé la question à dessein. Parce que moi, je suis un pur produit de la reconversion. De base, j'ai fait de la comptabilité. Mais comme lui, il a la passion pour l'hôtellerie, moi, j'avais une passion pour le journalisme. Je travaillais en tant qu'opérateur de saisie à la direction générale des impôts. J'ai démissionné. Vous avez laissé les impôts? J'ai laissé les impôts pour aller apprendre le journalisme pendant 2 ans, pour crècher, souffrir. Aujourd'hui, je suis assis sur ce plateau. Pour beaucoup de personnes, quand on a fait des études dans X ou Y matière, ou Y filière, c'est dans ça forcément qu'on doit réussir. Non, ce n'est pas là-bas forcément qu'on doit réussir. L'école n'est qu'un tremplin pour nous ouvrir la tête. Et j'aimerais profiter de ça pour poser une question à la belle dame qui est en face de moi. Aujourd'hui, vous êtes dans la formation. Vous formez combien de jeunes et comment ça se passe? Pour le moment, je forme 3 jeunes. C'est bien déjà. Il y a d'autres jeunes que je n'ai pas formés, mais je travaille avec eux. Et vous avez beaucoup de marchés, les clients? Oui. Ça marche bien, l'entreprise? Oui, ça marche bien. Ça marche bien. Bon, pour le marché, c'est par saison. Par saison. Par saison, mais par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Élisée? C'est juste savoir, hein, c'est peinture de maison, c'est ça? Peinture de maison, décoration. On dit bâtiment, c'est plus... bâtiment. C'est ce que je... Bon, ok, donc tout à l'heure, on se voit. Voilà. Donc, sur le moment qu'on va prendre les contacts. C'est très important. Alors, dites-moi, Élisée, je reste avec vous. Est-ce qu'on peut en savoir davantage un peu sur ce projet? C'est vrai que le gouvernement l'a initié pour aider, justement, pour résorber la problématique du chômage des jeunes. Mais, in fine, y a-t-il d'autres points à mentionner? Oui, il faut dire que le PGDEC, hein, comme un ensemble de programmes, que ce soit le service civique national, le programme de reconversion, le programme de stage, vraiment, il y a une panoplie de programmes qui constituent le programme jeunesse du gouvernement mis en place par le gouvernement qui va sur la période 2023-2025, qui est estimé autour de 1118 milliards de francs CFA. Et pour la première année, qui est 2023, qui vient de s'achever, c'était 361 milliards qui étaient prévus être investis dans ce programme-là. Je pense même qu'on allait au-delà. Et l'objectif même était au-delà parce qu'il était question d'avoir, je crois, autour de 200 000 personnes qui allaient pouvoir être insérées ou qui allaient être soumises dans des curricula de formation. On est même allé au-delà. Je crois que le dernier point que faisait le ministre la dernière fois, on était un peu plus de 100%. Donc, je me dis que, pas que je me dis, je dis vraiment, c'est... On se posait tous la question de savoir comment tout ça allait être implémenté. Mais quand on entend de tels témoignages, on se rend compte que ce n'est même pas les seuls. Quelquefois, on a reçu aussi d'autres jeunes ici pour les programmes de reconversion, pour les programmes de service civique. On a vu vraiment des jeunes qui sont venus témoigner. Aujourd'hui, on est en train de voir à quoi ressemble réellement ce programme-là. Voilà, parce que jusque-là, c'était abstrait. Mais aujourd'hui, avec tous ces résultats, on est en train de voir à quoi ressemble ce programme. Et je crois que c'est bien, et je félicite en tout cas l'AFTV d'avoir invité ces jeunes gens, c'est de montrer aux jeunes qu'il y a de l'espoir. C'est important, en fait. Une jeunesse qui ne rêve plus, qui ne pense plus qu'il peut avoir d'issue, pour moi, c'est un pays qui est en train d'aller à la dérive. Et aujourd'hui, montrer de tels exemples nous amène à comprendre qu'il faut y croire et qu'on a de beaux restes. Mais moi, je voudrais rebondir ici ce que tu dis, en fait. Quand je les écoute, en fait, le message qui me vient en tête, c'est que aujourd'hui, les jeunes ont tendance à se plaindre. Moi, je dis en disant quoi, Daouda? Non, ils se plaignent parce que je lui ai posé la question, est-ce que vous avez été pistonné? Parce que moi, j'aime éprouver le système. Chaque fois que ce soit un maire, un élu local, un élu au niveau nommé, quand il prend une mesure, je vais l'éprouver. Je vais tester, je vais à l'information. Je ne m'assois pas sur les réseaux sociaux, sur TikTok pour dire aux uns aux autres, parce que Élisée a dit que ce n'est pas bon, je m'en tiens à ce que Élisée a dit, ce n'est pas bon. Donc l'un des défis à relever, c'est aller à l'information. C'est d'aller à l'information. Et aujourd'hui, on ne va pas à l'information, on ne va pas chercher l'information. Mais ça aussi, ce n'est pas totalement la faute des jeunes. Il y a aussi la responsabilité du gouvernant lui-même qui doit aussi changer son canal de communication. Mais la preuve, ils sont là, donc c'est une ouverture de communication. Oui, mais aujourd'hui, je veux dire, ceux qui se plaignent, souvent, il faut aller vers là où ils s'informent aussi. C'est aussi important. Il ne faut pas toujours le faire. Je veux dire, c'est bien de venir à la télé, mais souvent, ce genre de truc, aller sur les canaux qu'ils utilisent pour s'informer, pour leur donner cette information. Mais les jeunes, la première responsabilité vous incombe. Dites-moi, Madame Kouman, dites-moi,
dans votre formation a duré combien de temps? 1 an de formation. 1 an de formation. Est-ce Oui. qu'il y a eu des jeunes dames comme vous en classe? Est-ce qu'elles étaient plus nombreuses que les garçons? On n'était pas nombreuses que les garçons, mais il y avait des filles parmi nous. Combien comme ça, vous vous rappelez? On vaut 8. 8 comme ça. Sur combien de garçons? Voilà, le nombre de garçons, je connaissais. Alors, quand vous avez vu les 8, vous vous êtes dit quoi? Bon, je me suis dit, bon, s'il y a d'autres filles qui ont choisi ce métier, c'est que vraiment, moi aussi, je peux le faire. Est-ce qu'elles ont toutes terminé la formation? Ou il y a Bon, eu des drop-outs? À la fin de la formation, parce qu'on avait créé un groupe, on était restés Enfin, celles 4 qui ont... dans le groupe. Ok. Donc, les 4 autres, donc, je ne sais pas où elles sont passées en tout cas. Oui, je voulais juste rebondir sur toute ta question, a suscité à moi en tout cas une réflexion. Je crois que l'État a pris un ensemble de dispositions, notamment sur la question des marchés publics. Que ceux qui remportent un certain nombre de marchés doivent pouvoir avoir avec eux, voilà, une expertise locale, des gens qui puissent quand même travailler. Je crois que des exemples comme ça nous amènent à interpeller et les pouvoirs publics et les Ivoiriens eux-mêmes. C'est bien, moi j'ai aucun problème avec les autres nationalités, mais je crois que Promotion du contenu local. Voilà, la promotion du contenu local, comme l'a fait déjà le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, il faut que des personnes qui ont eu ce courage, qui sont allées se former et qui ont l'expertise d'ailleurs, qui aujourd'hui même a pu monter une entreprise, qu'on les valorise et que ce soit ceux-là qu'on aille chercher pour faire nos travaux, pour les marchés, et non pas des lobbies. Parce que les lobbies, ils ont déjà l'assurance, ils ont déjà un certain niveau. Mais si on veut que demain, notre société soit bâtie sur des fondamentaux forts, tenus même par les nationaux, c'est comme ça qu'on commence. Ça, je veux que demain, par exemple, dans 5 ans, quand on la voit, elle soit celle-là même la tour F, par exemple, la tour F qu'on est en train de construire. Pourquoi elle pourrait pas être ceux qui vont, les entreprises qui vont venir prendre cette tour? Vraiment, c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Avec le contenu local. Mais bien sûr, c'est ce qui va faire qu'on pourra avoir une jeunesse plus responsable et les champions nationaux dont on parle tant. C'est comme ça qu'on les construit. Alors, justement, pendant que Lisée parlait, je la voyais sourire et remuer la tête. Donnez-moi le fond de votre pensée. Oh, je disais que, bon, ce que le monsieur disait, c'est vraiment, en tout cas, aujourd'hui, je me suis formée. Dans le micro. Aujourd'hui, j'ai été formée par l'AGFOP et je forme aussi des jeunes. Donc, si demain, ça trouve que vraiment... Il y a des marchés. Il y a des grands marchés qu'on m'appelle vraiment... Je serais vraiment ravie. Voilà, donc... Non, je pense que c'est pour cette raison qu'on a demandé. Je ne sais pas si ton entreprise a un numéro, ce n'est pas ton numéro personnel, mais le numéro de ton entreprise, tu peux le donner. On va le dire. Peut-être qu'il y a des gens qui sont à la maison qui ont envie que tu viennes répondre. D'accord. Donc vas-y. C'est vous-même qui êtes sur le terrain, sur le chantier? Oui, c'est moi qui... Très bien. Allez-y, allez-y. Mon numéro, c'est le 07 48 66 74 77. Faut répéter? Le 07 48 66 74 77. Très bien. Maintenant, vous, M. Kokore, vous n'avez pas besoin de donner votre numéro puisque vous êtes en entreprise. Bien sûr. Très bien. Alors, sur le digital, il y a certaines personnes qui disent je viens de tomber sur l'émission. Est-ce que ça se trouve où cette agence? Comment je fais pour moi aussi m'inscrire? Un appel à lancer donc à ceux de vos amis qui vous regardent. OK. Le siège de l'AGFOP se trouve actuellement à Makori. À Makori. J'ai des périodes de recrutement des jeunes. Voilà. Je pense qu'on fait passer l'information souvent même à la radio, à la télé. Voilà, s'ils suivent la télé, ils vont voir. Donc, il faut déjà aller à l'AGFOP. Voilà. À Marcory, c'est ça? C'est à la lisière entre la pergola. La pergola. Voilà. L'hôtel. Voilà, l'hôtel pergola. Et le canal. Et le canal. Donc, c'est vraiment pas caché. Non, c'est pas compliqué. Vous tapez AGFOP sur le Google Maps et puis voilà. Ils verront les renseignements et les moments de formation aussi. Voilà. Et on ne paye rien du tout. On ne paye rien. C'est gratuit. C'est gratuit. Très bien. En ajout d'informations, juste ajouter en information qui peuvent aller aussi sur le site de l'Agence Emploi Jeune. Tout à fait. Tous ces programmes-là sont. Voilà où tous ces programmes-là sont, ils pourront avoir les sites. C'est les vacances, il faut vous bouger, aller sur ces sites au lieu de vous concentrer sur TikTok et Nicapol. Et insulter tout le monde. S'il vous plaît, monsieur. Merci d'être venu, très cher. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, bravo, 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 bravo. Monsieur Kokore, merci d'être venu. Merci, madame. Et rentrez bien. Et puis, on vous appellera pour travailler. Pour le travail. Pour travailler. Le numéro, s'il vous plaît. Daouda. Pour ceux qui sont en ligne. Daouda. Le numéro, c'est pour travailler. Daouda, vous n'avez pas la parole. Bonne suite dans votre carrière, monsieur Kokore. Merci beaucoup. Hein. Bonne suite. Bonne suite du programme à vous également. Merci. Alors,
J-2. Si je ne me trompe pas, c'est ça, on est à jour J-2. Jour J-2 de quoi? De cette magnifique comédie musicale qui a rempli nos pensées, la toile. Serge Billet, on a reçu combien de fois? Elle est là, l'actrice principale, Prisca. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes l'actrice? Non. Justement, j'allais... Vous êtes dans le casting. Voilà. J'allais... Vous êtes dans le casting et merci d'être là, Prisca. Non, merci de me recevoir. Comment on se sent à J-2? On se sent tout excitée. On se sent toute heureuse, mais aussi stressée parce que c'est un magnifique projet. C'est un grand projet et c'est une grande responsabilité que j'ai. Voilà, que nous tous nous avons, mais chacun porte son stress. Voilà, donc je suis... Quel est votre rôle? Quel est le personnage que vous campez? Je campe le rôle de Mami Afoué. Mami Afoué, c'est un peu comme une maman pour Oufoué. À la différence des autres personnages qui sont campés dans cette comédie musicale, Mami Afoué n'est pas un personnage qui a existé, c'est un personnage de composition. Ah, d'accord. Voilà, donc Mami Afoué, c'est une femme assez mystique, dont, je ne sais pas si je vais dire, l'évolution s'est arrêtée dans le temps, elle ne vieillit plus. Donc, elle a beaucoup d'énergie, c'est une maman. Pour Oufoué, c'est un aval aussi et c'est un mur de protection pour lui. Je comprends pourquoi on vous a choisi. Alors, parce que vous êtes une boule d'énergie. Daouda, en fait, vous n'avez pas la parole. J'aimerais qu'on puisse regarder le magnéto. Daouda, mes enfants. On regarde le magnéto et on se retrouve juste après. Mes chers compatriotes, malgré les manœuvres du gouverneur, vous avez tenu bon. Moi qui n'étais qu'un simple médecin, moi qui n'étais qu'un simple planteur, moi, Félix Oufoué, vous avez fait de moi votre député. Merci. Merci du fond du cœur. Je ne vous décevrai pas. Bientôt, je vous en fais ici le serment. Je ferai abolir le travail forcé. Abat le travail forcé. Wow. Et comédie musicale. Pendant que l'élément passait, je voyais Prisca. Nos tickets sont déjà là. Marius, comment il permettait que je puisse tenir cette émission? Encore lui. Revenons, cher. Oui. Alors, vous chantiez avec Onel Mala. Oui. On sent une telle fusion entre les acteurs sur le set. Comment ça s'est créé tout ça? On a eu quasiment 2 mois de répétition. Super. Donc ça crée des choses. Donc ça crée des liens et de par les rôles que chacun joue, on s'est rapproché dans la vie de tous les jours parce qu'on a besoin de cette complicité dans la vie réelle pour que ça puisse transparaître sur la scène. Et on est tellement ensemble, on a tellement porté le projet que chacun connaît les interventions de l'autre et voilà. Lisez. Ok, moi je voudrais juste poser une question directe à Prisca. C'est vrai que Prisca, on la connaît, je sais qu'elle est née avant que Oufoué ne décède, donc elle a certainement entendu parler d'Oufoué. Mais est-ce qu'à travers cette comédie musicale, vous avez appris quelque chose sur Houphouët-Boigny qui permet aujourd'hui qui est quelque chose de neuf en fait pour vous et qui vous permet de voir la dimension de celui qui était Houphouët-Boigny? Je pense que j'ai appris un peu parce que j'étais assez jeune quand même quand le père fondateur de la Côte d'Ivoire décédait. Voilà, donc j'ai appris au-delà de tout ça, j'ai appris son amour, son engagement pour la Côte d'Ivoire. Et à travers cette comédie musicale, j'ai vu au travers de lui que quand on a une vision, soit on l'a trahi, soit on l'accomplit. Et il a tout donné pour accomplir cette vision-là. Et je pense qu'il a jeté les bases de ce magnifique pays dans lequel nous vivons. Et voilà, respect pour ça. Marius, Daouda, vous avez déjà posé 1001 questions par vos commentaires. Je me sens ostracisé. Il dit ostracisé. Prisca, vous êtes connu surtout dans le milieu du rap. Oui. Si je ne m'abuse. C'est ça. Le vieux, on dit rap. Du rap, non vieux. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Mais je suis un Américain ce soir. Et donc, dans le milieu du rap. Yes. Voilà, maintenant. La question, cela on y arrive. Oui. Alors, dans le domaine qui est aujourd'hui le vôtre, la comédie musicale, vous pensez véritablement y trouver votre chemin? En fait, depuis tout à l'heure, j'écoutais l'intervention des jeunes frères sur le plateau. Et moi, j'ai commencé en tant que rappeuse.
Et moi, j'ai vite compris quelque chose. J'ai compris qu'on ne se bat pas contre la vie. Donc, souvent, il y a ce qu'on veut faire et il y a ce que la vie veut qu'on fasse. Donc, moi, je me suis laissée... qu'on a appelé à faire. Voilà, moi, je me suis laissée porter par la vie. C'est vrai que j'ai commencé par le rap, mais après, la vie m'a orientée vers d'autres chemins, notamment, voilà, la comédie, l'humour, voilà, et je suis chanteuse de base. Donc, cette comédie musicale, c'est mon univers parce que ça demande d'allier sa casquette de comédienne, de chanteuse et tout ça. Donc, je me sens vraiment dans mon élément. Daouda, avec vous la dernière question. Parce qu'on a reçu M. Billet ici à 2 reprises. Serge Billet? Oui. Quand on l'a reçu ici, c'est avec beaucoup d'énergie. Vous aussi, on vous reçoit avec beaucoup d'énergie. Mais l'énergie qu'il nous a transmise ici, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez pu travailler avec lui, parce que quand il parle, il y a beaucoup de passion. C'est un homme passionné. Justement. Comment les répétitions sont passées avec lui? Sur ce projet, si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas. Parce que ça vous demande un dépassement de soi. On ne dort quasiment pas. On nous dit, par exemple, les répétitions, c'est 13h, 22h. Mais souvent, on se surprend à quitter là-bas à 2h. Et personne ne se plaint. Parce que nous sommes tous des passionnés. C'est une première, une comédie musicale comme ça qui parle d'un pan de la vie de Félix Houphouët-Boigny. Et donc, on se sent honoré de faire partie de ce projet. Et pour moi, ça va de soi qu'il y ait toute cette énergie, tout cet enthousiasme. Alors, un personnage, on habite un personnage, ou le personnage vient habiter en vous. Comment ça se passe avec vous? Ben, moi, j'ai l'habitude de dire que souvent, on nous donne des personnages qui sont loin de notre personne. Mais moi, j'ai eu la chance dans ce spectacle d'avoir un personnage qui n'est pas loin de ma personne. Je suis très dynamique, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de caractère aussi. Et Mami Afoué, c'est elle qui, voilà, se mettait devant, qui disait non aux colons, parce que toute sa vie, elle a vécu avec eux et tout. Donc, ce n'est pas vraiment loin de ma personne. Donc vous êtes un, en fait. Oui. Franchement, donc je fusionne parfaitement avec le personnage. Si vous aviez des choses à dire aux Ivoiriens, ouais, ceux qui nous regardent même de l'extérieur, par rapport à ce spectacle, nous sommes à quelques heures, 48 heures, que diriez-vous? Je dis que j'entends beaucoup les Ivoiriens dire que souvent ils se déplacent aller voir des spectacles et ils n'en ont pas pour ce qu'ils voulaient avoir. Et ça, ce n'est pas parce que je joue dans ce spectacle, mais c'est un spectacle à voir. Pendant 2 mois, on a répété, mais nous-mêmes, on regarde le spectacle et on est toujours ému, on est toujours touché. On se surprend à verser une larme, on se surprend à être... Voilà, parce qu'on va vous faire voyager, vous allez pleurer, vous allez rire, vous allez être enragé, parce que, voilà, c'est toute l'énergie de cette histoire que nous allons vous communiquer. Donc, je vous en prie, venez voir ce spectacle. Il est magnifique, c'est plus de 8 chanteurs sur scène, c'est plus de 30 danseurs, c'est des percussions, c'est des lumières, c'est waouh. Juste une dernière question, Élisa, avant 30 secondes. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. La demi de la demi. Même pas la demi de la demi. Prisca, merci d'être venue. Et je veux rappeler que nos tickets de 20 000 francs sont en rupture pour les 2 dates. Donc, et ceux de 50 000 Ceux de 50 000 sont quasiment en rupture parce que vous savez, les gens attendent un peu la dernière minute pour se ruer sur les tickets. Et si vous ne voulez pas vous faire raconter le spectacle, allez prendre vos tickets. Est-ce que vous avez sécurisé nos tickets? Est-ce que vous avez la parole aussi? Bon, je le demande. Est-ce que vous avez la parole? C'est cela la question. Bon. J'avais une question. Non, il n'y a plus de questions. C'est le 7 et le 8. 7, vendredi 7 et samedi 8. À partir de 19h. À partir de 19h. Si vous achetez un ticket du 7, ce n'est pas valable pour le 8. Évidemment. Voilà, forcément. donc c'est le même spectacle qu'on présente sur les 2 jours. Voilà, donc venez vivre ce moment historique de spectacle en Côte d'Ivoire. On n'aura pas d'histoire de vie là-bas. Daouda, vous n'avez pas la parole. Tu connais l'affaire là, non? Oui, je connais. Ah, d'accord. Mais c'est terrible. Non, mais il y a 2 boules d'énergie. Non, vous n'avez pas la parole. Merci très cher d'être venu. Et j'espère que vous serez tous là. Rassurez-vous. Bien sûr, nos tickets sont sécurisés. Non, mais la réalisation me l'a confirmé. On se retrouvera donc demain pour une autre édition du Grand Talk. D'ici là, Brazing et Kevin vous attendent pour le vrai match. Surtout pour la comédie musicale, vendredi et samedi. N'hésitez pas. Allez, bonsoir.